Bahamas Split. 1. Il n'y a que la maille qui maille. Quand j'ai débarqué à Freeport, Grand Bahama Island, imperturbable et droit dans mes baskets, je me sentais fort et puissant. J'avais un plan en tête, un plan bien précis, un plan qui devait m'assurer un avenir radieux. Il suffisait que je ferme les yeux pour me projeter dans le futur, imaginer l'argent couler à flot, ces femmes longiformes et bronzées en tenue légère rivalisant de beauté et d'attention à mon égard. Au cours de fêtes orgiaques que j'organisais sur mon jet privé, elles m'offraient leur vertu comme on distribue des prospectus. Il y avait aussi cette belle villa sur la corniche, côté Caraïbes, quelques bolides de luxe parqués dans une immense palmeraie, puis cette piscine interminable dans le prolongement de laquelle l'océan bleu azur, à perte de vue, semblait faire corps avec les cieux. Mon plan était simple et indubitablement naïf. Maintenant, avec un peu de recul, pour rien au monde, s'il pouvait m'être donné de reconsidérer la chose, je ne mettrais les pieds dans un tel enfer. J'étais jeune, plein de fougue, sans le souhait j'en voulais à la terre entière. J'avais donc cassé ma tirelire et foutu le camp, dans l'espoir d'aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Derrière mes piètres intentions baissement matérialistes, j'avais réussi à me convaincre qu'une forme de justice divine n'est pas et cautionnait mes actions. Plus de 400 banques issues de 36 pays différents incluant le Royaume-Uni, la Suisse, la France, les États-Unis, le Canada et le Japon, pouvaient être recensées dans un périmètre à peine plus large que 10 pâtés de maison. Parmi elles, la Royal Bank of Canada, le Crédit Suisse, la Bank of Nova Scotia Trust, le First Caribbean International Bank, l'Oceanic Bank and Trust, Lansbarrow Group, la Guarantee Trust Bank Ltd, la BNP Paribas Private Bank, Clarendon Hello, la Lidl Bank et Trust, SG Ambrose, la Finuter Bank, la banque privée Edmond de Rothschild Limited, Montague Security International, la Torrent Bank et Trust Ltd, Lombardier d'Arianche. Le Private Trust Corporation Ltd, toutes NSO, toutes à portée de flingue. J'allais les braquer une à une en une demi-journée puis me faire la malle ni vu ni connu. J'avais tout prévu dans le moindre détail, étudier les emplacements sur Google Earth, imaginer des planques, des cachettes, des plans de repli, j'avais repéré les chemins les plus courts d'une banque à la suivante, étudier le réseau des égouts de la ville, isoler les points contrôlés par la police. Depuis j'avais passé en revue dans ma tête, le séquençage des braquages des milliers de fois. Bardé de centaines de repères, je me sentais en confiance. Par précaution, j'avais quand même revu l'intégrale de la saga des Ocean's 11, 13 de Steven Soderbergh, et rejoué toutes les missions de GTA sur ma PSP, pendant toute la durée du vol transatlantique. Quelques mois avant mon départ, sur le net, je m'étais dégoté quelques complices sur le chat d'un site indépendantiste. Jamais je n'aurais pu abattre un tel travail tout seul, il me fallait une équipe de personnes aussi motivées que moi. Je comptais sur la rancœur d'un peuple opprimé, l'esprit de revanche d'une population réduite aux sales besognes dans ce paradis pour étrangers milliardaires. Mon contact était un certain Bottlenose à qui j'avais exposé mon plan en privé sur MSN. Il avait de suite cru en mon baratin, et s'était engagé à recruter des hommes de main fiables et expérimentés. Bien sûr, je n'étais pas ce braqueur de haut vol pour qui je m'étais fait passer, Vargas Killer, une des 10 personnes les plus recherchées par Interpol, et les exploits que je m'étais attribués, divers casse-place Vendôme, le braquage de toute une rue de bijoutiers à Dubaï, et le pillage de la banque centrale de Madagascar à Antananarivo, étaient issus d'une documentation précise sur les méfaits de Killer, que j'avais dégoté à la bibliothèque municipale de Saint-Denis et appris par cœur. J'avais romancé le tout pour faire passer la pilule. Bottlenose, enthousiasmé par tous ces détails dont je m'enorgueillissais, n'avait pas flairé l'entourloupe, et frétillait à l'idée de serrer la poignée à l'une des plus grandes célébrités internationales dans le milieu du crime organisé, une célébrité dont personne ne connaissait la véritable identité. Tout allait bien se passer car, j'en étais convaincu, j'allais réparer une injustice flagrante. Ces saloperies de banques offshore servaient de couverture à tous les salauds de la terre qui ne voulaient pas s'acquitter des taxes et impôts dans leur pays, et bien entendu au blanchiment de l'argent sale, quelle que soit l'origine de la crasse. Je haïssais l'humanité, que les choses soient claires, aucune intention altruiste ou humaniste ne m'animait. Savoir la plupart des peuples floués, spoliés, j'en avais rien à branler. Que toutes les mafias du monde se donnent rendez-vous dans la zone pour y établir un stock, exchange marqué de la prostitution, de la drogue, du trafic d'organes et autres contrebandes, je m'en tamponnais grave. Par contre, j'estimais que mes alter-ego dans leur intégralité, m'étaient redevables d'un pécule conséquent. Qu'ils soient bons ou mauvais, il leur faudrait raquer pour toute cette vie foireuse, qu'ils m'avaient directement et indirectement imposée depuis ma plus tendre enfance, cette vie pitoyable qui m'avait poussé à fuir, larguer les amarants me délestant de beaux merdiers, de beaux salopards que pour sûr je n'allais pas regretter. J'allais braquer Émile, j'allais braquer tout un tas de connards, et j'allais de surcroît récupérer tout le pognon que le genre humain me devait. Freeport était censé être ma base arrière, mon QG, mais j'allais vite déchanter. À peine débarqué sur le tarmac, un gars, mal pagant par le col de ma chemise hawaïenne, m'escortait jusqu'au Port Authority. Peut-être que je n'étais pas assez couleur locale avec les bifetons qui dépassent de la poche du veston. Quoi qu'il en soit, je me retrouvais dans le bureau d'un gros mec en sueur avec une sale gueule ravagée de pustules arborant une tenue militaire.
Il commença par me délester des quelques affaires que je traînais avec moi, à commencer par mon téléphone portable et ma console. Gregory Richards, petit officier de la commanderie, cherchait un pigeon. Il avait dû faire passer le mot à des rabatteurs de la douane à Nassau. Mon profil devait correspondre au premier coup d'œil à celui du Gugus qu'il recherchait. Après avoir attentivement observé mon passeport, l'officier Richards me fit comprendre que dépaumé dans mon genre, il n'en croisait que très rarement. Écoute-moi bien mon petit gars, alors comme ça tu ne sais pas, si tu viens ici pour te détendre ou pour faire des affaires? Tu as à peine 25 $ en poche, jeune et cervelé, et j'imagine que tu as claqué toutes tes thunes pour te payer le voyage. Tu penses trouver du travail ici? J'acquiesçai bêtement pensant en fait détourner l'attention de l'officier sur mes réelles intentions. Eh bien si tu souhaites bosser ici, il va te falloir créer ta propre société, car jamais tu n'obtiendras de permis de travail. Les choses sont simples, il te faut poser $1 million sur la table, c'est le capital minimal autorisé dans la zone franche, mais je doute fort que tu ne disposes d'une telle somme. Par ailleurs, toute société créée sur notre territoire, doit être détenue au moins à 51% par un Bahaméen. Alors de deux choses l'une, soit tu te trouves un homme de paille, un local, que tu arroseras comme il se doit, soit tu te dégotes une belle indigène, et tu lui passes la bague au doigt, afin d'obtenir la nationalité. Toutes ces considérations semblaient bien éloignées de mes priorités. Son discours commençait à m'agacer, et je n'avais qu'une seule hâte, qu'il me laisse quitter les lieux, pour qu'enfin je puisse mettre en œuvre mon putain de plan. Je tentais un vague ok, c'est bon, c'est le Commonwealth ici, pas besoin de visa. Enfin pour la carte bleue je dis pas, mais tant que je reste moins de 3 mois, je ne vois pas en quoi ça dérange. Je fais juste un peu de tourisme. C'est alors que l'officier Richard haussa le ton. Tu vois gamin, je tiens en main tous tes documents. Sans eux tu n'existes pas. Je suis un fin psychologue, tu sais. Avoir ta balle et ton accoutrement, je pense que t'es un de ces gars qui a quelque chose à se reprocher, qui a fui son pays d'origine sur la pointe des pieds, et qui essaie de refaire sa vie ailleurs au soleil, le genre de mec qui n'ira pas se plaindre à la police locale, et qui ne se réfugiera pas dans l'ambassade de son pays. Je vais garder tous tes papiers, si tu fais ce que je te dis, je te les rendrai, et t'auras même un peu de blé en prime. Je n'avais pas vraiment le choix, aussi j'acceptais son offre à contre-cœur. La mission ne semblait pas très compliquée cependant, et l'officier m'avait promis 100 $ bahaméens en échange de mes bons services. J'avais un peu de temps à tuer, car Bottlenose ne m'avait donné rendez-vous que le lendemain matin dans un Dunkel Donut de Port-Lukeia, un endroit très touristique, très fréquenté où nous passerions inaperçus pour élaborer une première ébauche de notre stratagème dans l'arrière-boutique. L'officier Richards me confia les clés d'un pick-up complètement délabré, une véritable épave ambulante, un tas de boue qui ne valait même pas le quart de la piètre récompense qu'il me promettait. Il y avait un plan dans la boîte à gants, un de ces documents colorés qu'on vous remet à l'office de tourisme. Il comportait cette mascotte ridicule, une sorte de soleil débile arborant un sourire complaisant. Il y avait un en-tête aussi Welcome to Grand Bahama Island, mais Hollywood wishes come true, qui ne manquait pas d'ironie au vu des circonstances. Une croix avait été marquée au stylo gris sur le plan, elle indiquait un coin reclus au sortir de la ville. Je devais m'y rendre au plus vite, car un type avait une cargaison à me refourguer. Il m'indiquerait ensuite où déposer le colis. N'oublie pas, me secoua Richards, si je n'ai pas de nouvelles de toi dans 2 heures. Je lance un avis de recherche. Je démarrai en tout en le scrutant dans le rétroviseur. Il faisait de grands gestes en secouant mon passeport, comme pour bien me faire comprendre qu'il me tenait par les couilles. En route, je pris un soin tout particulier à respecter les limitations de vitesse, à ne pas faire la moindre incartade au code de la route, car la conduite est droite. Héritage britannique, faussait tous mes repères et j'avais peur de me faire alpaguer par les flics. Il y avait de grandes avenues, qui s'intersectaient à angle droit. Elles semblaient bordées de palmiers en plastique. Un sentiment oppressant me gagnait petit à petit. Je m'étais fait une toute autre idée de ce à quoi pouvaient bien ressembler les Bahamas. Tout avait l'air contrefait, en carton-pâte, comme si derrière l'apparat des façades des banquiers des riches condominiums, il n'y avait rien eu d'autre à part du creux, d'immenses entrepôts désaffectés et vides. Pas grand monde sur les trottoirs, non plus, juste quelques touristes rougeaux et gras du bide en t-shirt, short et en tongs. Aussi cette étrange impression d'errer au milieu d'un immense studio de cinéma, redoubla-t-elle d'intensité au point de s'imposer comme une quasi-évidence. Je tombais des nues. Freeport n'était en réalité qu'un parc d'attractions aseptisé dédié à la vacuité de nos âmes, une ville fantôme où même les spectres s'étaient fait la malle. Je ne croisais que 3 ou 4 véhicules en chemin. Les conducteurs, des locaux, semblaient gagnés par la neurasthénie. J'arrivais donc prudemment au point de rencontre. Il s'agissait d'une caserne de pompiers. Je fis 2-3 tours du bloc avant de remarquer un gars qui m'invitait à me garer discrètement, dans une des ruelles jouxtant le bâtiment. Il y eut comme un bruit sourd qui fit tomber le véhicule, et je crus un instant qu'il allait se disloquer. Le type, un rastafari turbané, assez baraqué, caché derrière de grosses lunettes noires, venait de charger une caisse à l'arrière du pick-up. Le disciple délaissait l'acier premier, s'adossa alors à la fenêtre du véhicule, m'arracha le dépliant des mains, griffonna rapidement quelque chose dessus, tout en jetant de temps à autre des regards furtifs aux alentours.
Sans mot dire, il balança le plan sur le tableau de bord puis me fit signe de m'arracher ça. Comme je ne fus pas assez prompte à son goût, au bout de quelques secondes il sortit un globe 9 mm, et il me braqua avec insistance. Il y eut juste un vide, un blanc d'une bonne minute pendant laquelle rien ne se produisit. Le gars secouait son arme pour me faire déguerpir, mais j'étais juste tétanisé. Il y a deux catégories de bestioles en ce bas monde, les prédateurs et les proies. Les moindres détails anatomiques des individus de chacune de ces deux catégories sont à ce point pertinents qu'ils semblent émaner de l'esprit d'un grand ingénieur qui les aurait prémédités. Les prédateurs ont des yeux placés au milieu de leur tête, exactement à l'emplacement idoine pour leur permettre de figer leur cible, de les verrouiller du regard et ne plus les lâcher jusqu'à ce qu'elles se fassent choper. Les proies, en revanche, ont les yeux de chaque côté de la tête. Ça leur permet d'avoir un angle de vue plus large, et le temps de voir venir les prédateurs pour réagir. La sélection naturelle et la théorie de la survie des espèces suffisent contre toute attente à en expliquer les raisons. Trois réactions sont possibles alors, face à l'attaque d'un prédateur. La première est la fuite, la seconde plus rare est l'attaque, la dernière très méconnue est la tétanisation. En effet, lorsqu'une proie ne bouge plus, certains prédateurs ne la détectent plus, et du coup elle ne se fait pas dévorer. Aussi ce mécanisme de défense par automatisme s'est-il mis en place chez certains spécimens, qui ont survécu un peu par hasard de fait. Tout cela est resté gravé au fin fond de nos gènes par atavisme. Je suis le descendant d'un de ces petits mammifères, qui n'a dû sa survie face à de grands reptiliens, qu'à son absence d'initiative. Le Rastafari, impatient, finit par donner un coup violent sur la portière. J'appuyai par réflexe sur l'accélérateur en embarquant poubelle et autres cartons qui garnissaient la ruelle. Ma course folle fut assez brève. Au sortir de la contre-allée, j'emboutis assez violemment une sorte de clodo que je n'avais même pas remarqué. Mon sang ne fit qu'un tour alors que je pilais brusquement. Je vis le gars voltiger et tournebouler jusqu'au trottoir d'en face dans un boucan monstre. Dans le rétro, j'aperçus le Rasta étalé comme un lapin. Il craignait probablement que du monde ne rapplique, mais ce ne fut pas le cas. Un bref instant je fus regagné par ce sentiment de vacuité profonde que les rues de Freeport m'avaient inspiré tantôt. Il y eut de nouveau un blanc. J'étais tétanisé par ce qu'il venait de se produire, abattu par l'éventualité d'avoir refroidi involontairement ce pauvre vagabond. Soudain, plusieurs petits coups secs vinrent me soustraire de la catatonie, et le voile flou qui couvrait ma vue se dissipa. Le clochard que j'avais catapulté quelques minutes plus tôt tambourinait apparemment en pleine forme sur mon pare-brise en beuglant des insanités. J'eus du mal à les identifier au début. Petit à petit, le charabia incompréhensible, qu'il postillonnait se mit à prendre un sens familier. Le gars maugréait des insultes en français avec un fort accent québécois. Hosticalis de tabarnak de Chris. Tu m'écoutes-tu? Je suis mal pris là. Tu m'as embouti le plexus, moron là, avec ton char tout rouillé. Le niaiseux, va me prendre avec ton citron, et m'emmener à l'hôpital tout de suite, veux-tu? J'ai besoin d'un plaster avant que je crève du tétanos. Je m'en vais péter le win de shield, nono, si tu n'ouvres pas la portière. Je vais quand même pas faire du pouce aux ambulances? Tout me revint alors dans un long flashback. Je me souvins à ce moment précis de toutes les recherches sur le net que j'avais effectuées. Grand Bahama, l'une des îles les plus au nord des Bahamas à environ 90 km de la côte de Floride, est la 4e île de l'archipel par sa taille. Les premières peuplades de l'île étaient les Indiens Siboney à l'âge de pierre. Les Indiens Taínos Aragua, qui colonisèrent les Antilles depuis l'Amérique du Sud avec leurs pirogues vinrent les en déloger, spoliant leurs biens, violant leurs femmes, tuant leurs enfants. Ce n'était là qu'un prélude aux vagues incessantes de tueries, qui allaient déferler sur les côtes de cette parcelle de paradis pendant des siècles. Ce fut au tour des Lucayas de régner sur l'île avec leur système social, et leur politique bien organisée. Les premiers Espagnols débarquèrent en 1492. Les Lucayas furent décimés, conséquence des maladies, des combats ou de leur déportation en tant qu'esclaves dans les mines d'or de Cuba ou à la Trinité. Les Espagnols appelèrent l'île Grand Bahama, et c'est sans doute de cette appellation que les îles Bahamas tirent leur nom. Les eaux peu profondes entourant l'île posaient de vrais problèmes de navigation. Les Ibères laissèrent Grand Bahama à l'abandon, considérant qu'il s'agissait d'un piètre point de ravitaillement difficile à défendre. Les pirates investirent alors les lieux et prirent un malin plaisir à leurrer les caravelles et autres bateaux de marchandises, afin de les faire s'échouer sur les récifs coralliens et de les piller. Grand Bahama fut annexé par la Grande-Bretagne en 1670, mais il fallut un demi-siècle aux Britanniques pour venir à bout de la piraterie. L'endroit devait rester relativement tranquille jusqu'à la moitié du 19e siècle. En 1834, d'anciens serfs bâtirent les premières villes suite à l'abolition de l'esclavage dans l'Empire britannique. L'île ne connut un essor économique qu'au moment de la guerre de sécession grâce à la contrebande avec les États confédérés d'Amérique, surtout les armes, le sucre et le coton. Un deuxième essor eut lieu avec la contrebande, pendant la Prohibition. L'île fut ensuite investie par les banquiers et les cols blancs. Les derniers colons en date furent les retraités de Floride et du Québec, les premiers pour cause de proximité de leur résidence principale, les seconds appâtés par des avantages fiscaux immobiliers liés à des accords du Commonwealth. L'île était devenue un immense asile de vieux mais ça n'était qu'une couverture. Jamais vraiment les pirates n'en avaient été expulsés, au contraire, tous les corsaires, flibustiers,
Forban, boucanier des temps modernes y tenaient plus que jamais leur planque et entassaient leur butin. Je pris le clodo sous mon aile, pour l'emmener à l'hôpital le plus proche, afin qu'il puisse être examiné, même s'il semblait plutôt bien avoir encaissé le choc. Jean Charpentier faisait partie de cette dernière vague d'immigrants, cependant ses penchants pour les casinos, et le Texas Hold'em Poker No Limit en particulier lui avait coûté son condominium, et tous ses deniers personnels. Abandonné par ses proches, il s'était mis à errer aux quatre coins de l'île. Je crus d'abord que l'accident lui avait provoqué une grave commotion cérébrale. Je compris rapidement qu'en réalité, il divaguait déjà depuis de longues années. Il prit place à ma gauche sans sembler me porter une quelconque rancune. Il engagea même la conversation, comme si nous avions été des amis de longue date. De Peace and Bryce. J'étais à milieu de me douter que les quelques frasques et tourments qui avaient ponctué mes premières heures sur le sol de Grand Bahama n'étaient en fait qu'un prélude, un avant-goût, une mise en bouche de bienvenue. Cette première journée s'annonçait longue et laborieuse. Elle n'allait m'offrir que très peu d'opportunités pour peaufiner mon entretien du lendemain avec Bottlenose. Le leader indépendantiste semblait très remonté dans ses derniers messages sur le net avant mon départ. Il exigeait des garanties solides, et s'attendait de ma part à une stratégie sans faille en échange de son implication dans la logistique, et le recrutement pour ce qui devait être le braquage du siècle. J'avais temporisé en jouant sur le charisme et l'aura international dont jouissait Vargas Killer, mais il allait falloir me montrer convaincant dans ce rôle de composition, sans quoi toute cette combine allait se retourner contre moi. Dans le meilleur des cas, j'y laisserais quelques plumes. Je croisais les doigts pour ne pas y perdre tout mon plumage. Sais-tu que dans le Nouveau Testament, l'auteur de la première lettre à Timothée, annonce que la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent? Jean Charpentier, le clochard que j'avais embouti tantôt, semblait plutôt bien se porter, aussi je décidai de mener à bien la mission que l'officier Richards m'avait confiée avant de faire un crochet par l'hôpital. Tout le long du parcours qui nous séparait de la croix griffonnée sur le plan par le Rastafari de la caserne, le clodo ne cessa de me faire la morale en citant des passages de la Bible qu'il remaniait habilement à sa sauce. Qu'est-ce que tu fous aux Bahamas si t'aimes pas les thunes, Jean? Si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur, ton Dieu en veillant à mettre en pratique tous ses commandements et ses lois, maudit seras-tu dans la ville, maudit seras-tu dans les champs, maudits seront ton panier et ta huche, maudit sera le fruit de ton sein et de ton sol, ainsi que tes vaches pleines et tes brebis mères. Maudit seras-tu dans tes allées et venues. Le plus étonnant chez Jean, c'était qu'il perdait intégralement son accent lorsqu'il citait les textes sacrés, un peu comme quand Céline Dion chantait. Il devait probablement, tout comme elle, serrer les fesses et se pincer les joues jusqu'au sang avec ses molaires pourries pour arriver à ce brillant résultat. Rien à battre, Jean. T'as bazardé tout ton flouze sur les tables de jeu, et tu erres comme une merde dans les rues de ce paradis pour milliardaires. Tu crois vraiment que je crois une seconde à tes salades? Tu as joué, t'as perdu, et maintenant t'as une loupe qui pue la chiasse. Tu veux te racheter une bonne conscience en mettant en garde un petit jeune sur un ton paternaliste à 2 balles? Ça ne prend pas, Jean, la caillasse, y a que ça qui t'assure la vie belle, y a que ça qui te prémunit de l'emprise de tous ces prédateurs qui n'attendent qu'une occasion pour faire de toi un larbin, un mercenaire interchangeable à leurs bottes. Tes bondieuseries tu te les fous au fion. Pour le coup, Jean, inébranlable, en remit une couche sans se laisser démonter. Nu, je suis sorti du sein maternel, nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le bénitier. J'empoignai Jean par le col, et le priai de fermer sa gueule de quai des connards à la noix, s'il ne voulait pas traverser le pare-brise, et lécher le bitume sur 500 mètres jusqu'à ce que sa tronche raclée ne ressemble plus qu'à une putain de sculpture postmoderne sanguinolente. Je pense qu'il prit ma menace au sérieux, car il s'enferma dans une sorte de mutisme de circonstance. Le point de rendez-vous était une petite cour derrière le grand casino de Port-Luqueia, le parking des employés. La nuit était tombée et l'endroit était peu éclairé, mais j'ai reconnu l'officier Richards, qui me faisait des appels discrets de la main. Comme je m'arrêtais à sa hauteur, il m'empoigna par la portière tout en fronçant les sourcils. Il avait l'air encore plus moche que lorsque je l'avais croisé quelques heures plus tôt, même s'il avait troqué ses habits militaires contre une sorte de smoking mal taillé. Putain, je t'ai jamais demandé d'ameuter toute l'île, petit con. Qu'il me lança tout en arborant un sublime rictus de constipé du dimanche, c'est qui se pue la pisse que t'as dégoûté? Richard se mit à me serrer très fort la glotte avec la ferme intention de m'expulser la pomme d'Adam par mon trou de balle. Puis après mûre réflexion, comme il se voyait mal traîner lui-même l'encombrante cargaison, il se ravisa. Tous les deux, descendez de la bagnole sans faire de bruit, et portez-moi cette putain de caisse jusqu'aux cuisines du restaurant du casino. Entrez par cette porte dérobée destinée au personnel, et ne vous faites pas remarquer. Il y a un de mes gars qui vous attend à l'étage.
Arrêtez niaiserie, Richards. Jean interrompit la tirade de l'officier dans un anglais dégueulasse et alors irradié par la vérité, je compris que ce putain d'accent québécois était en réalité une sorte de bec de lièvre mental, une malédiction à ta vie que tout un peuple se coltinait depuis des siècles. Moi qui avais toujours pensé qu'il émanait d'un résidu de patois de plouc expatrié, j'étais sur le cul. Quel que soit le langage, anglais, français, l'affreuse musicalité de l'accent était bien présente comme si les cordes vocales de ces pauvres gens avaient été montées à l'envers et que leur palais sécrétait assez de glue pour y faire riper leur langue à chaque consonne prononcée. Une fois cette grande leçon de vie encaissée, je n'eus plus le moindre mal à parfaitement discerner tous les propos de Jean, comme si mon cerveau avait intégré la clé d'un code crypté. Richards, reprit Charpentier, vas-tu donc arrêter là toutes tes sornettes? T'es donc tu pas parano, bout de bon Dieu? Fais-y pas comme si tout l'archipel était-y pas au courant de tes combines, tabarnak à 2 étages. Tu vas finir par faire peur aux gosses avec tous tes mystères. L'officier grommela mais Jean poursuivit sa tirade. Richards, t'as une tronche de cake, une gueule de cul, t'as même une grande raie en travers, là, à la place de ton pif. Crois-tu quand même pas que personne n'est pas au courant de tes petites affaires avec Andy Johnson, le jeune rasta employé municipal chargé de l'entretien de la caserne des sapeurs-pompiers? L'officier réajusta son nœud papillon et se rapprocha de Jean qui était caché dans la pénombre, mais il ne sembla pas le reconnaître. Putain, mais t'as qui toi, le clodo? Tu sais à qui tu t'adresses au moins? Ben je m'adresse à un niaiseux qui est tellement laid que pour se faire des blondes, il est obligé de les droguer. Même les prostituées tu les dégoûtes alors t'as bien dû monter ta petite affaire. Là dans la caisse, y a ton petit stock trimestriel de champagne très mélangé, que t'as concocté l'autre blanc du rasta pour rien. C'est alors que Richard se sortit son arme de fonction, et qu'il la braqua avec insistance en direction de Charpentier. Je ne compris rien à la situation sur le coup. Richard se menaça Jean de projeter sa cervelle à l'autre bout du parking s'il ne la fermait pas. Quant à moi, je connus de nouveau une absence, le vide s'empara de ma conscience. C'était la 3e fois le même jour que la catatonie me gagnait. Jamais ces crises de tétanisation aiguë ne s'étaient manifestées à un intervalle aussi court et régulier. Il faut dire aussi que de toute ma vie, jamais dans la même journée, je n'avais eu à subir de si nombreux assauts contre mon intégrité physique et mentale. Le petit rongeur dont j'étais le descendant sur l'arbre darwinien, celui-là même qui paralysé devant le vélociraptor qui allait le gober d'un seul tenant, avait sauvé sa peau en restant involontairement immobile, ce putain de mammifère-là se manifestait de nouveau. À ce rythme, je n'allais pas tarder à me transformer en lémurien définitivement. Un voile blanc protecteur envahit mon champ de vision. Lorsque je repris mes esprits quelques instants plus tard, Jean et moi nous trouvions dans un grand escalier en colimaçon. Il avait la gueule ensanglantée. Richard se l'avait probablement copieusement roué de coups avec la crosse de son flingue. On portait à 2 la caisse de champagne de Richards. Une forte odeur incommodante me chatouillait les narines, mais je n'arrivais pas à en localiser l'origine. Tiens-tu mon gars, voilà-t-il ton crise de passeport, et tétorieux de $50 bahaméens. Jean me tendit mes papiers et la moitié de la prime que Richards m'avait promis en échange de mes bons services. J'ai pris 50%, tabarnacle, c'est ma commission habituelle. Ne sois-tu pas surpris, qu'il enquilla en reprenant son souffle. Bon, c'est ben si bonheur, faut qu'on monte ce caisse jusqu'aux cuisines, au plus écran. J'étais encore un peu dans le coltard, aussi je ne trouvais rien à y redire. Jean menait la marche et montait les escaliers à reculons. Plus on approchait des cuisines, et plus cette foutue odeur dégueulasse était forte et nauséabonde. En chemin, le clochard me mit au jus. Les pompiers utilisent la kétamine comme anesthésique et antidouleur. Lors d'accidents de la route ou face à de graves brûlés, c'est un médicament précieux, car il peut être utilisé sans connaître les antécédents médicaux des victimes. Dans ces conditions, c'est alors le premier produit que l'on tente d'employer, pour son efficacité et son innocuité. La kétamine se présente sous la forme d'une poudre cristalline, soluble dans l'alcool, ce qui fait qu'on peut la verser dans des boissons. Ces effets sédatifs empêchent les victimes de résister aux agressions sexuelles. Sans goût, sans odeur, elle fait donc aussi partie de la fameuse famille des drogues du viol, comme le GHB ou le Rohypnol. Elle altère la mémoire par ailleurs. Toutes les conquêtes de l'officier Richards ne gardaient donc pas le moindre souvenir de ces instants pénibles à la limite de la cryptosophilie. Le jeune Andy Johnson qui m'avait refourgué la cargaison de champagne pré-mélangé, un peu plus tôt, passait des deals avec les pompiers de l'île, et elle épuisait dans leur réserve de kétamine en truquant les feuillets de contrôle. Il préparait ensuite ses petits cocktails contre une bonne contrepartie sonnante et trébuchante. 9 mois que je squatte la ruelle près de la caserne, je sais de quoi que je cause. Se justifia le clodo. T'es bien mieux de m'écouter, mon Timosus. Chaque fois ça tu sais le même manège? Ça a pas de bon sens. Je l'ai vu de mes yeux vus. D'habitude c'est Andy Johnson qui ramène la marchandise à mai. 20 yeux, on lui a retiré son permis de char pour excès de vitesse en état d'ébriété, la semaine dernière après qu'il ait failli provoquer un accident. L'officier Richards est complètement parano, et orgueilleux en plus d'être niaiseux et horriblement moche. Il veille au grain à ce qu'un minimum de monde à Grand Bahman soit au courant de ses petites affaires, pantoute. C'est probablement la raison pour laquelle il t'a recruté d'ailleurs.
Je le laissais déblatérer ses conneries, mais en réalité, j'en avais vraiment rien à foutre. Tout le flot de verbiage inintéressant qui sortait de la bouche de Jean Charpentier commençait à me filer un mal de crâne atroce. J'en avais rien à secouer s'il y avait encore à notre époque des gonzesses assez connes pour se faire bourrer la cervelle et le mood par des connards comme Richards. Elle n'avait probablement que ce qu'elle méritait, être aimée aussi près de minable dans son genre. Je n'avais qu'une hâte, déposer sa caisse de champagne et me casser fissa pour vaquer à mes projets. Ça n'est pas que l'envie de tout laisser en plan, et me tirer avec mon passeport, mais tu ne me traversa pas l'esprit, mais j'étais persuadé que Richards nous attendait en bas avec son arme aussi, comme revivre l'expérience de régression lémurienne, ne me bottait pas plus que ça, je mis un point d'honneur à tenir mon engagement. Nous arrivâmes à prémulter fort au niveau d'une passerelle dans le prolongement du colimaçon. Il y avait un grand black bodybuildé en costard, lunettes noires, crâne rasé, oreillettes, qui barrait le passage. Il hésita un long moment avant de nous adresser la parole. La gueule ensanglantée de Charpentier, et son accoutrement n'inspirait pas confiance. Il prit son talquis et marmonna quelques mots incompréhensibles, comme pour mieux jouer la parodie de son propre personnage. Il n'y avait probablement personne à l'écoute. L'officier Richard se l'avait briefé, et il savait que nous allions débarquer d'un moment à l'autre. Il nous fit pourtant patienter une bonne vingtaine de minutes après nous avoir fouillés consciencieusement. De là où nous étions postés, on pouvait voir l'immense salle principale du casino. Ça n'était pas du tout aussi glamour que je l'avais espéré, mais finalement cela collait assez, avec la vacuité que Grand Bahama m'avait inspiré tantôt. Sous nos yeux, une gigantesque fourmilière où des centaines de touristes bedonnants et rougeaux, en short et en ton fluo, s'affairaient consciencieusement à dépenser toutes les pièces de 25 cents qu'ils collectionnaient dans de grands seaux. La plupart d'entre eux traînaient autour des machines à sous, le vidéo poker tout particulièrement décliné selon de multiples variantes. Dès qu'ils dégotaient une slot machine disponible, ils s'y avachissaient pendant de longues heures et la nourrissaient copieusement. De temps à autre, l'une d'entre elles vomissait quelques piécettes, un peu comme le font les boulimiques. Il y avait tout autour de la salle des guichets pour se recaver, faire les échanges de devises et acheter ou échanger des jetons. Au centre, il semblait y avoir une zone, un peu plus restreinte, réservée aux joueurs de roulette, craps, baccarat et autres jeux de dés. Il y avait de grandes roues habillées de lumière impressionnante de laideur et de mauvais goût, censées délivrer des millions de dollars, toutes les heures comme dans les shows télévisés. Sur la droite enfin, quelques tables de poker et de blackjack faisaient pâle figure face à l'imposante prédominance des machines à sous. Les joueurs y semblaient mieux harnachés, beaucoup portaient des vestes et même des cravates. Des gars qui étaient pas venus là pour rigoler, me sembla-t-il, pas le style de tous ces blaireaux, ne sachant pas quoi foutre du pognon que leur fonds de pension retraite leur versait tous les mois, débarqués par des Finlandes entières, par milliers, des ferries venus de Miami ou de Fort Lauderdale. Au centre, l'accès à une salle de spectacle fermée par d'horribles rideaux cramoisis, ainsi que l'axe principal charriant une foule impressionnante aux innombrables allées et venues. C'était l'axe permettant d'accéder au bar-restaurant, et au fameux buffet à volonté fièrement annoncé en lettres capitales. Nous ne pouvions pas voir la mangeoire de là où nous étions, car il y avait un repliement de couloir vers la salle concomitante. Toute une faune écarlate émergeait de ce magma bouillonnant, il s'agissait des employés, des Bahaméens d'origine. On pouvait y distinguer les croupiers et leur rigueur, leur discrétion et leur aisance, de vrais doigts de fée, parfois des joueurs de haut niveau, les techniciens de maintenance des machines à sous à l'affût du moindre dysfonctionnement, ainsi que les assistants clientèles et les bons soins des vaches à lait venus là pour se faire traire à sec. Plus discret, éparpillé dans toute la salle, il y avait des clones du mec qui nous barraient le passage. Une loi hypocrite autorisait exclusivement les étrangers à participer aux jeux de hasard. Les locaux se trouvaient donc exclus de ces lieux de perdition en théorie. En pratique, la vérification des papiers des joueurs à l'entrée aurait été un barrage psychologique que les directeurs de casino n'étaient pas prêts à assumer. La police locale se montrait d'ailleurs peu respectueuse de cette loi visant pourtant à ne pas ruiner une population qui avait déjà assez de mal à joindre les deux bouts. Il y eut quelques grésillements dans le talquis du colosse, puis il nous annonça « Toi, le clodo, tu dégages. Toi, le mecton, enfile cette tenue, rassemble tes 4 muscles et porte la caisse au fond de la passerelle à gauche. » Je crus lire comme un sourire sardonique sur le visage de Charpentier. Il n'insistait pas pour m'accompagner, et je ne trouvais pas cela anormal. Après tout, qu'avait-il de plus à y gagner? Il s'en sortait déjà bien avec ses $50 bahaméens qu'il m'avait chourave. Je comprenais tout à fait l'armoire à glace, qui ne tenait pas à ce qu'un clochard puant, pissant le sang du cuir chevelu, ne vienne perturber la bonne ambiance, qui devait régner en cuisine. J'en insista pas, il fit quelques pas à reculons en grommelant des ok, pas de malaise, on ne veut pas de mon auguste présence ici alors je me tire, Eucharistie. Pas de lézard, tabarouette. Puis je le vis redescendre l'escalier en colimaçon, et disparaître alors que j'enfilais l'uniforme de service. Je faisais le décompte des dernières forces, qu'il me restait et empoignais la lourde caisse des deux mains. Le vigile ouvrit la porte électronique, qui protégeait l'accès à la passerelle puis, dans un geste ironique m'indiqua la voie à suivre en me priant de me manier le train. La passerelle était bordée de vitres sans teint. Elle permettait la circulation du personnel sans pour autant gêner les clients.
Je me trouvais à la hauteur de plafond, et de là je remarquai tout un système de rails sur lesquels circulait une ribambelle de canards planqués dans des hémisphères teintés. Mes pas étaient chancelants. La caisse était un peu trop lourde pour moi, alors je marquai un temps d'arrêt. Au plus je m'avançais, au plus l'odeur des cuisines était incommodante. Je ne sus que bien plus tard de quoi il s'agissait. Piece and rice, le plat traditionnel par excellence des Bahamas. Prenez pour 8 personnes, une cuillerée à soupe d'huile végétale, un oignon coupé en lamelles, un demi-poivron vert finement taillé, une boîte de jambon cuit, une cuillerée à soupe de sauce tomate, une tomate coupée en tranches, 2 morceaux de lard cuit et émietté, 8 onces de corned beef, 15 onces de pois pigeon, 2 brins de thym frais, du sel, du poivre à convenance, 10 onces de lait de noix de coco. 6 tasses d'eau, de la sauce gravie et 3 tasses de riz brun cru. Chauffez l'huile dans une grande poêle. Ajoutez l'oignon, et attendre qu'il caramélise. Incorporez le poivron vert, le jambon, la sauce tomate, la tomate, le lard, le corned beef, et les pois. Assaisonnez avec thym, sel, et poivre. Faire bien frire le tout. Incorporez le lait de noix de coco, l'eau et la sauce. Portez le tout à ébullition. Ajoutez le riz. Attendre quelques minutes, puis remuer. Couvrir en ramenant le tout à feu doux. Laissez mijoter pendant environ 45 minutes, jusqu'à ce que le riz soit à point. Touillez de temps à autre. Piece and rice, le plat qui allait constituer la base de mon alimentation quotidienne tout au long de mon séjour. Ce régime aurait été parfait, gustativement parlant, si les Bahamiens n'avaient pas eu, comme second plat traditionnel, la conque, et plus particulièrement sa forme frite en beignet. La conque est une sorte de gros gastéropode marin, ce qui en fait pour moi le truc le plus dégueulasse que l'homme n'ait jamais eu l'idée de bouffer. Certes, ce gigantesque coquillage est assez agréable à regarder avec sa couleur rosacée, et toutes ses excroissances sur la coquille qui lui donnent un aspect d'arme moyenâgeuse. Cependant, tout ce qui vient de mer me file la gerbe, particulièrement les crustacés et coquillages. J'ai l'impression de bouffer une sorte d'alien primitif qui aurait un goût de sperme. L'huile de friture de conque étant recyclée à tout bout de champ, toute la bouffe locale empestait donc le foutre. C'était bien d'ailleurs d'une porte donnant sur la cuisine qu'émanaient ces puissants effluves, qui me filaient des le cœur depuis une demi-heure, une porte sur la droite faisant face à l'accès que m'avait indiqué le colosse. Ceci me troublait un peu, comme cela ne collait pas avec les directives de l'officier Richards, mais comme je n'avais pas envie de trop traîner dans le secteur, je décidai de suivre les ordres à la lettre sans me poser de questions. Il y avait une sonnette. Je sonnai donc du genou. Une grille coulissa légèrement, et j'entreaperçus un bref instant un autre garde, le duplicata du premier. Je lui fis un large sourire. Prestement il referma la grille. Un long bourdonnement électronique laissa place à un cliquetis sec, et une porte blindée d'une épaisseur exagérément volumineuse pour une cave à vin s'entr'ouvrit. Magne-toi le fion, t'es attendu. Qu'il m'accueillit les bras ouverts tout en me faisant pénétrer dans un sas. Il effectua une seconde fouille au corps puis actionna son talkie pour y bafouiller quelques codes incompréhensibles. Il y avait une porte capitonnée derrière lui à hauteur de vue, un hublot. Je ne pus retenir ma curiosité, et j'osai donc regarder au travers pour voir ce que le sas protégeait. Je n'en crus pas mes yeux, il y avait là une immense salle toute recouverte de cuir ambré, et sous l'ambiance feutrée de néon vert, une table de jeu d'une envergure démesurée. Je crus compter une dizaine de tables et un croupier. Il y eut un autre bourdonnement électronique, suivi d'un cliquetis, et le vigile me propulsa dans la pièce d'une tape amicale et virile. De suite je fus pris de quinte de tout. L'air y était irrespirable, saturé de fumée de cigares. Tous les regards se tournèrent vers moi, et c'est alors que je compris que quelque chose de pas très net était en train de se dérouler sous mes yeux. Les 10 joueurs étaient cagoulés. Ils portaient cependant de bien intrigants badges qui les distinguaient les uns des autres. Ah, voilà enfin le champagne, nous allons pouvoir enfin dignement trinquer avant d'entamer notre petite partie. D'une grosse voix modifiée par un modulateur électronique, un des convives m'interpella me criant de dépaqueter les bouteilles, d'en ouvrir quelques-unes et de servir tous les joueurs, ainsi que les autres invités, une vingtaine, eux aussi cagoulés et regroupés deux par deux autour de la table. Sur le badge de celui qui semblait être l'hôte de cette réception, était inscrit le pseudonyme de Monsieur de Banque. Je m'exécutais sans broncher, alors qu'il poursuivait son speech. Mes chers amis, nous sommes ici réunis car l'heure est grave. Nous vivons une période trouble, une période de confusion. À trop blanchir notre argent, à trop vouloir injecter nos revenus dans les rouages de l'économie de marché en créant des sociétés écrans, des fonds de capital à risque, des deals avec de grands consortiums et pays, nous avons oublié à quel point nous nous exposions aux fluctuations financières, à quel point nous en devenions dépendants. Soit, pour pouvoir bénéficier de nos trésors en toute légalité, les faire fructifier, avoir pignon sur rue et de fait consolider nos business respectifs, nous n'avions pas vraiment d'autre alternative dans un monde devenu ultra concurrentiel. Nous avons énormément perdu avec la crise des subprimes, le cours de nos actions a violemment chuté. J'avais ouvert la caisse thermo-réfrigérée et déplacé plusieurs bouteilles dans des seaux remplis à moitié de glace et d'eau fraîche posées sur une longue table après les avoir débouchées.
J'essayais de me persuader que je claquais des dents à cause du froid, ma curiosité semblait 7 fois plus fort que le lémurien qui sommeillait en moi, et qui attendait le moindre choc émotif pour prendre contrôle de ma conscience. Soit, le service n'était pas compris dans le cadre de la prestation pour laquelle j'avais été embauché, mais je pense que le moment n'était pas opportun pour me risquer à la moindre considération d'ordre syndical. De même je me gardais bien de crier haut et fort que dans chaque bouteille une dose de kétamine assez fort pour violer tout un pack de rugbymen avait été dilué. J'allais me mettre dans de beaux draps, mais je sentais les gars tout autour de moi un brin nerveux, et leur annoncer cela à brûle-pourpoint pouvait rapidement dégénérer, et j'allais être celui qui trinquerait le premier. Au fur et à mesure que je servais les flûtes aux joueurs et à leurs convives, j'étais de plus en plus horrifié par les désignations sur les badges. À côté de Monsieur Banque, à table il y avait Monsieur Arme, Monsieur Prostitution et Organes, Monsieur Contrefaçon, Monsieur Extorsion, Monsieur Trafic d'influence, Monsieur Blanchiment, Monsieur Stupéfiant, Monsieur Clandestin et Monsieur Fraude et Retrocommission. Levons nos verres à la bêtise humaine, et à la ruine de nos âmes insignifiantes. Et là Monsieur Banque en se levant pour porter un toast, que la partie de Texas Hold'em Poker la plus pathétique de toute notre histoire commence à présent. J'eus l'horrible impression de participer à une de ces réunions de flibustiers lors du partage de leur butin, une de celles qui avaient lieu autrefois, sur l'île après qu'une caravelle marchande, ne se soit échouée sur les récifs coralliens. Les capitaines touchaient généralement jusqu'à 2 parts, les hommes d'équipage, 1 part, et tout non-combattant, aux cuisines et aux basses-œuvres, 1/2 part ou 3/4 de part. Un capitaine corsaire pouvait, quant à lui, percevoir 40 fois la part d'un homme d'équipage. J'avais lu cela sur le net, et il me semblait même ce jour-là, que les systèmes de répartition pirates, avaient quelque chose de plus déontologique, et fair-play que ce qui régissait nos sociétés modernes. Cependant, je me trompais, un jeu encore plus vicieux allait se dérouler devant mes yeux éberlués. Et j'étais à milieu d'en pressentir le déroulement. Monsieur Banque annonça les règles. Vous avez tous ici en votre possession, représentés par des jetons, tous les fonds toxiques auxquels vous avez souscrit par mégarde ou en suivant de mauvais conseils, toutes vos actions et obligations foireuses, dont le cours a dégringolé en somme. Les règles seront simples, à chaque jeu, celui qui obtiendra la main la plus basse, remportera tous les jetons sur le tapis. Pour ne pas forcer le sort nous resterons sur une base de mise maximale d'$1 million. Les mises minimales seront les blindes, qui augmenteront en cours de partie. Vous pouvez vous coucher si vous le souhaitez, mais vous reprendrez alors votre mise, ce qui n'est pas forcément dans votre intérêt, comme les blindes ne vont cesser de croître. Il n'y aura donc un seul perdant, celui qui raflera la globalité des jetons, car selon les termes contractuels que nous avons signés, il se verra dans l'obligation de payer à tous les autres, toutes les actions acquises à 75% de leur cours maximal avant la crise.